Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir pour moi de te retrouver pour cette vidéo. Je vais te poser une question très simple ou pas. Quel environnement pour ton nouveau-né ou ton enfant en bas âge? Donc je t'invite à mettre pause sur cette vidéo et à y réfléchir pendant quelques secondes. Quel environnement est-ce que tu vas proposer? Est-ce que tu as proposé déjà pour ton nouveau-né et pour ton enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans jusqu'à 4 ans? Ok, donc si tu as mis en pause cette vidéo et que tu as pris quelques instants pour y réfléchir, tu as une idée de ce que tu as pu mettre en place ou au contraire tu t'es dit mince, en fait j'ai pas vraiment réfléchi avant et j'ai été un petit peu spontanément. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui avec moi, c'est un voyage dans le temps. On va tout simplement aller voir du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était lui-même un bébé, un nouveau-né et un enfant en bas âge. Et ce que nous disent les savants, c'est tout simplement et magnifiquement que finalement c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a géré son éducation de A à Z, et bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit, nous prévoit sur notre chemin de vie des épreuves, des événements, des processus, nous donne beaucoup de ni'ma, des compétences, des expériences, des forces, et des épreuves aussi également, bien entendu, des faiblesses à surmonter également. Et ça, c'est pour chaque, bien sûr, être humain. Mais les savants insistent encore plus sur le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu finalement toutes les expériences. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place pour lui un projet d'éducation qui allait lui permettre, à travers les différentes expériences qu'il a vécues, d'être prêt à remplir sa mission une fois le moment venu. Et que donc ça a été une vraie préparation dès le départ. Ça a été une vraie préparation pour lui, un entraînement intensif à devenir cet adulte exceptionnel qu'il est devenu. Donc c'est pas mal un modèle d'adulte exceptionnel, et on sait en plus que puisqu'il est notre modèle, nous devons nous inspirer de lui. Je te propose donc de faire ce voyage avec moi. On va aller voir comment ça se passait à son époque. Donc typiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le sais ou pas, est né dans une tribu qui s'appelait la tribu de Quraysh, et c'était la tribu donc qui était la plus puissante d'Arabie. Alors il n'y avait pas de nation arabe, il n'y avait pas une communion des tribus arabes à travers tout le désert d'Arabie, il n'y avait pas de chef d'État, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de roi, il n'y avait rien de tout cela, d'accord? C'est des tribus indépendantes, très fières de leur indépendance et de leur fonctionnement tribal. Et Quraysh était la tribu la plus puissante, de par les figures héroïques de son passé, de par son hégémonie politique, son hégémonie commerciale, économique, et bien sûr aussi le fait qu'elle était hégémonique sur la gestion du sanctuaire de la Kaaba. Et donc, tout cela faisait que, en quelque sorte, Quraysh était un petit peu, je dis un petit peu parce qu'encore une fois, j'insiste pour dire que c'était vraiment un fonctionnement tribal, il n'y avait pas de monarchie ni rien, mais Quraysh était un petit peu l'aristocratie de l'époque. Et bien sûr, donc l'Arabie était un grand désert avec quelques villes, enfin des villes et des bédouins, d'accord, donc des sédentaires installés dans les villes et des bédouins, et enclavés autour de grands royaumes, donc les Byzantins, les Perses, et puis les Abyssiniens, et donc de très grands empires fastueux, et au milieu donc ce désert peuplé de sauvages qui ne connaissaient rien, la civilisation éclairée des grands empires, etc., etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va naître dans cette tribu de Quraysh, alhamdoulilah. Et à l'époque, Quraysh a une pratique coutumière qui est de dire, eh bien, nous sommes l'élite, et ce que nous faisons, c'est que nos enfants, nos bébés, nos nouveau-nés, nous les envoyons au loin, dans le désert, en nourrice, donc très loin de nous. Et en fait, ça tient à plusieurs points. Que nous disent les savants à ce sujet? Que nous disent les historiens? Eh bien, tout d'abord, c'est que typiquement, la Mecque, c'est à l'époque une ville de 500 jusqu'à 1000 habitants maximum, d'accord? Et donc, c'est un hameau, typiquement, c'est vraiment un hameau. Mais pour l'Arabie, c'est juste une grosse métropole. Genre, c'est New York, d'accord? Tous les flux commerciaux passent par là, le pèlerinage se fait là-bas. Enfin, voilà, c'est vraiment la grosse puissance arabe pour les Arabes, d'accord? Et j'insiste bien sur ça parce que c'est vraiment le contraste qui est très fort. C'est-à-dire qu'entre le niveau micro de ces sociétés arabes et le niveau macro des grands empires qui l'entourent, il y a vraiment un choc et démographique, et puis un choc aussi dans les nombres et les chiffres. Mais du coup, typiquement,
la Mecque, ce petit hameau perdu au fin fond du désert, à l'époque, eh bien, c'est pour les Arabes New York. Et donc, New York avec de très mauvaises infrastructures sanitaires et une condensation de population énorme. Les gens sont tassés les uns sur les autres sur une toute petite surface. Et donc, typiquement, la qualité, la ville est insalubre et la qualité de vie, la qualité de l'air est vraiment mauvaise. Il y a des microbes, il y a des maladies et notamment, il y a une sorte de peste post-natale qui fait que le taux de mortalité infantile est très très élevé, notamment chez les nouveau-nés. Donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, ces enfants qui naissent à Mecca meurent en grand nombre, mais nous sommes Quraysh, nous sommes l'élite, et donc nous allons nous permettre de payer des nourrices qui vont les prendre en charge au sein de leur famille pendant 2 ans. Et donc, pendant les 2 premières années, ils envoient les enfants au loin, à l'air pur, dans l'air pur, donc du désert, pour pouvoir bénéficier d'un environnement plus aéré, plus sain, et devenir de petits enfants vigoureux. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que typiquement, Quraysh va insister sur l'idée que nous sommes les riches, nous sommes les forts, nous sommes l'élite de l'élite, la crème de la crème des Arabes, bien sûr, nous sommes de riches commerçants, nous sommes prospères, etc., etc. Mais en même temps, ils savent bien qu'au fin fond du désert, la vie est dure. Nous sommes des Arabes, nous vivons de commerce en longue caravane, beaucoup meurent pendant ces caravanes, nous vivons dans un milieu qui est hostile, qui est aride, bref, c'est pas la panacée. Et du coup, l'enfant qui est plongé dès ses premières semaines, dès ses premiers jours, dans cet environnement de la campagne, au sein de tribus qui sont encore plus pauvres, qui sont bien plus pauvres, eh bien, typiquement, il est mis dans un environnement austère qui va tout simplement le renforcer. Comment ? Eh bien, prenons un adulte qui a l'habitude de vivre dans le confort. Vous le mettez d'un coup dans un environnement austère, déjà ça va lui faire un choc, et ensuite il va avoir du mal à s'adapter, et peut-être même qu'il ne va pas du tout réussir à s'adapter. Maintenant, prenons un enfant qui se développe, grandit et évolue dans un environnement austère. Déjà, il grandit, il évolue, il se développe dans la joie naturelle de l'enfant. Alhamdoulilah, wa masha'Allah. Il ne va pas se dire « Ah, mais moi, j'aurais voulu du confort ou quoi ». Non, c'est comme ça, le monde est comme ça, le monde est dur, le monde est simple, le monde est austère. Ok, pas de problème. Je gère, je suis un enfant, je gère, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et une fois qu'il grandit et qu'il revient à la Mecque, eh bien là, il peut profiter du confort relatif que lui offre Quraysh en ayant vraiment l'idée que c'est un luxe et qu'il fait partie des privilégiés et en étant tout à fait satisfait de cela et en profitant au maximum. Et donc en appréciant finalement sa vie au sein de Quraysh et en intériorisant l'idée que vraiment il fait effectivement partie de l'élite en faisant partie de cette tribu comparée à toutes ces autres tribus comme celle qui l'a accueilli. Donc il y a cette idée-là voilà, d'un environnement austère. Il y a aussi autre chose, c'est que, et qui est relié, c'est un troisième point, c'est l'idée de dire en envoyant l'enfant au loin, on va très vite le couper de toutes les cajoleries, ou plutôt de toutes les gâteries excessive de ses proches. Donc là, typiquement, ce qui est visé, les mamies poules, les papis poules, les mamans gâteaux, les papas gâteaux, tout cela, on oublie, on envoie l'enfant chez une famille qui va bien sûr l'accueillir et prendre soin de lui, mais même avec positivité, parce qu'au final, cet enfant non seulement est une source de revenus, non seulement c'est un enfant tout mignon, un petit bébé tout mignon, mais en plus, c'est aussi grâce à lui qu'une relation de longue durée peut se nouer avec la tribu la plus puissante de l'Arabie. Donc il y a cet enfant est vraiment plein de choses très positives. Donc les familles qui accueillent ces bébés sont sans aucun doute très positives vis-à-vis de ces enfants. Mais toujours est-il qu'elles le sont moins que, comme je l'ai dit, les mamans poules, les papis gâteaux, etc., etc. Et donc l'enfant ne subit pas comme ça ces cajoleries excessives et ces gâteries excessives. Il ne devient pas typiquement le petit capricieux dès sa plus tendre enfance. Donc ça, c'est le troisième point. Et puis un quatrième point que mentionnent les historiens, c'est un point qui est vraiment très important.
d'une manière générale et pour Quraysh en particulier, c'est la langue arabe. Donc ces enfants partent en nourrice dans des tribus, mais pas n'importe quelle tribu. Ces tribus sont soigneusement sélectionnées. C'est celles qui sont les plus éloquentes, celles qui ont gardé un arabe le plus pur, pur au niveau de la forme classique, de la syntaxe, de la richesse de la langue, de la linguistique. Et donc les enfants baignent dans cette socialisation-là, baignent dans cet environnement-là linguistique, et se nourrissent leurs idées, nourrissent leur parler aussi de cette langue pure. D'accord ? Et l'idée, c'est quoi ? Eh bien, d'une part, et bien sûr, il faut bien noter que c'est très important que Quraysh, donc, est à la fois... Non, pas que Quraysh, pardon. J'ai été perturbée par la sonnerie que je viens d'entendre. Donc, que les Arabes de l'époque mettent vraiment beaucoup d'importance sur tout ce qui va être l'éloquence, la poésie, le fait de pouvoir manipuler comme on le souhaite la langue, l'utiliser vraiment comme un outil, d'accord, comme un orfèvre avec ses outils, l'arabe avec sa langue, et donc l'éloquence commerciale, l'éloquence politique, l'éloquence artistique, l'éloquence au quotidien, la langue est vraiment un vecteur important dans la société arabe de l'époque. Et en plus de cela, on va bien entendu insister sur le fait que la langue, le langage est l'outil le plus puissant et le plus naturel que l'on ait pour pouvoir construire notre vie psychique, construire nos intelligences, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient émotionnelles, quelles qu'elles soient, pour pouvoir aussi construire nos relations. On ne peut se développer, vivre, être et s'épanouir en tant qu'être humain qu'à travers la langue. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et l'idée, c'est vraiment de donner à ces enfants la meilleure base possible. Mais vraiment la meilleure base possible. Donc on voit là que les raisons sont multiples, et c'est sans doute le fait que toutes ces raisons soient conciliées, plus le fait que la société entière soit porteuse de cette coutume qui fait que les parents peuvent accepter finalement tout à fait facilement entre guillemets de se séparer, bien que ce n'est pas facile, hein, les historiens ne disent pas que c'était facile, mais qu'en tout cas voilà, ils acceptent de se dire, eh bien voilà, mon enfant qui vient de naître, je l'envoie pendant 2 ans en nourrice très loin. Il y a des raisons importantes à cela, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va naître dans cette société-là. Et ce qui est remarquable avec lui, c'est qu'il ne va pas, comme les autres enfants, rester en nourrice pendant 2 ans, mais plutôt pendant 4 ans, et même plus. Donc pendant 4 ans en nourrice, et donc il va bénéficier du double cursus, typiquement. Donc ça, c'est ce que relèvent les historiens. Et je l'ai tiré notamment de la synthèse qui est proposée par le cheikh Yassir Qadi dans sa présentation de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir des sources authentiques. Très bien. Donc à partir de là, quel lien on peut faire avec notre époque actuelle et avec une vision psychologisante ? Eh bien, plusieurs choses. L'idée, c'est de dire que finalement, un environnement qui serait particulièrement propice au développement de l'enfant, parce que c'est ça qui est intéressant, subhanallah, et que j'ai pas souligné dans la présentation d'avant, mais je vais faire maintenant. C'est que finalement, quand ces Arabes se disent « je veux que cet enfant puisse maîtriser la meilleure langue qui soit, parce que l'éloquence est fondamentale, elle est importante pour réussir dans la vie, pour être reconnu, pour avoir une place dans cette société, il faut être éloquent. » Est-ce que c'est les enfants ? Est-ce que c'est à 10 ans, à 8 ans ? Non, c'est pour les adultes, Et donc, il y a cette vision de l'individu mature. Quel doit être cet individu mature ? Qui doit-il être ? Et donc, par quel processus est-ce que l'on va faire passer l'enfant pour qu'il puisse devenir cet individu mature ? Et on voit donc comme les Arabes de l'époque anticipent, ils ont une vision à long terme, d'accord ? Ils anticipent l'éducation des enfants par rapport à l'idée qu'ils se font de l'idéal de maturité pour l'adulte en devenir qu'il est. Donc ça, c'est un point, mais c'est la même chose avec l'austérité. L'idée, c'est de dire, il faut que cet adulte soit satisfait, et pas que satisfait, mais soit particulièrement, se sente faisant partie de l'élite, en vivant au sein de Quraysh. Il faut qu'il ait cette satisfaction de se dire, je vis dans le luxe et dans le confort, parce que je suis un Qurayshi. Et donc, encore une fois, vision à long terme et anticipation par quel processus doit passer l'enfant pour pouvoir devenir cet individu mature en particulier. Et donc, c'est vraiment, déjà, ça, je trouve que c'est un principe qui est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, quand je parle avec les mamans,
beaucoup, alors je vais pas dire toutes parce que j'aime pas généraliser et que ça sert à rien, mais beaucoup ont du mal avec l'autonomisation. Finalement, pourquoi est-ce que je vais autonomiser mon enfant? Il faut qu'il ait besoin de moi tout le temps, toute sa vie. Oui, 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 d'accord, mais ça c'est toi. Mais prends du recul et essaye de réfléchir autrement. Et déjà, les Arabes de l'époque qui étaient considérés comme les pires sauvages du monde, eh bien, ils avaient cette vision à long terme et cette anticipation. Quel adulte fonctionnel pourra se développer dans notre société? Qu'est-ce que l'on doit faire pour que l'enfant puisse devenir cet adulte-là? Donc ça, c'est une manière de voir qui est intéressante, et c'est à travers cette manière de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est développé. Ensuite, qu'est-ce que l'on retient de cela également? Eh bien, on retient que l'environnement sain est très important. Alors, certaines personnes, j'ai rencontré des personnes qui ont déménagé, des couples qui ont déménagé à la campagne parce qu'elles considéraient qu'elles vivaient dans un environnement qui était trop urbanisé, trop pollué, et elles ont dit, nous, on veut pouvoir offrir à nos enfants quelque chose de plus pur et de plus calme également, et donc ils ont déménagé à la campagne. Et j'en ai rencontré. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu es prête à le faire ou que tu dois le faire, mais ça peut passer par d'autres éléments. Ça peut être le fait de dire, eh bien, finalement, je vais faire attention à l'alimentation. Et énormément de mamans font attention à l'alimentation qu'elles donnent à leurs enfants. Je vais faire en sorte que l'alimentation de mon bébé soit quelque chose de très sain. D'accord? Donc, on voit que cela, ça joue sur plusieurs niveaux. Donc, le premier point, c'est bien sûr la qualité dans ce que tu vas offrir à ton enfant en termes d'environnement physique. Le deuxième point, c'est la simplicité, d'accord? Ce côté austère, ce côté... c'est vraiment, je le relie sur la simplicité et sur l'humilité finalement, d'accord? Le fait que, déjà, on n'est plus dans une époque où on donne du confort à l'enfant, on est dans une époque où on donne du surconfort à l'enfant, et on va être dans des surenchères matérialistes. Donc déjà, on peut prendre du recul. Et ensuite, une fois qu'on a pris ce recul, on peut aussi voir quels efforts on peut faire. Et c'est pas, on a comme ça des modes de vie qu'on a dans la tête et qui sont figés, mais rien n'est figé. Et par exemple, je le vois bien quand je vais en Algérie, c'est normal que les enfants dorment au sol sur des couvertures pliées. C'est normal et c'est pas, y a rien de grave. C'est normal, alhamdoulilah. Et les adultes souvent dorment de la même manière. Mais même parfois les adultes dorment sur des canapés, enfin sur des matelas en hauteur et sur des banquettes, et les enfants dorment quand même par terre parce que c'est normal. On va pas mettre des lits pour les enfants. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire que ça a été réfléchi de manière à ce que l'enfant puisse s'habituer à une vie austère, etc., etc. Non, non, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que le modèle dans lequel on vit n'est pas le seul modèle qui existe et ne représente pas une vérité en soi. D'accord? Donc, on peut ouvrir son esprit à différentes choses, et parfois d'autres cultures nous permettent de nous dire, tiens, c'est vrai, on peut réfléchir différemment. Et par exemple, à l'heure actuelle, eh bien, il y a des personnes qui deviennent minimalistes. Et il y a des personnes qui vivent au sol. Il y a des personnes qui ont X, Y, Z manières de vivre différentes du sens commun, et qui parfois même sont considérées comme étant un petit peu des bobos ethniques, bizarres ou je sais quoi. Mais ça peut être aussi simplement de réfléchir un moment et de se dire, ok, plutôt que de vivre dans l'opulence et dans la surenchère matérialiste, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour pouvoir montrer à mon enfant que une vie humble est une bonne vie et qu'on peut s'épanouir dans une vie humble, d'accord? Sans aller jusqu'à l'austère, au moins être dans l'humilité. Qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça? Et ensuite, le troisième point, c'est bien sûr celui de la langue. Et honnêtement, très souvent, trop souvent, je rencontre des personnes adultes avec qui je vais parler un français un petit peu élaboré. D'accord? Pas un jargon professionnel, pas un jargon de psy, ou bien un jargon de médecin ou d'architecte ou je ne sais quoi, non. Juste une discussion tout venant, mais un petit peu élaborée. Et là, les personnes ne vont pas réussir à me suivre. D'accord? Les personnes ne vont pas réussir à me suivre, et c'est trop fréquent. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui font le même constat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là sont nées en France, ont grandi en France, ont été à l'école en France, et elles sont passées par deux chemins dans leur apprentissage de la langue. Le premier chemin, c'est celui de l'entourage et des proches. Et ce qui s'est passé, c'est que leur entourage direct, lui-même, ne maîtrisait pas suffisamment bien la langue française, avait une langue française qui était très appauvrie, soit parce que c'était des étrangers,
qui n'avaient pas vraiment appris les richesses de la langue française, soit parce qu'eux-mêmes étaient nés et avaient grandi en France, mais avaient bénéficié à travers leur processus de développement d'un français pauvre et n'avaient pu transmettre qu'un français pauvre. D'accord? Donc il y a ce point-là. Et ensuite l'autre point, c'est l'école. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand elles ont été à l'école, les seuls liens qu'on leur a permis de faire avec la langue, c'était à travers des études d'auteurs très classiques et à travers une pédagogie qui n'était pas du tout adaptée. Et au lieu de leur apprendre, au lieu d'utiliser ces auteurs classiques-là pour aimer la langue, d'accord, les Molières, les Victor Hugo, etc., les Maupassant, etc., au lieu d'utiliser ces outils-là pour aider l'enfant à s'approprier la langue dans toute sa richesse et sa complexité et dans toute sa syntaxe, eh bien plutôt on a construit une barrière. Et je ne dis pas que la seule manière de faire, c'est de passer par Hugo et Maupassant et tutti quanti. Non, c'est juste que l'école, c'est ce qu'elle fait actuellement, en associant cela à une pédagogie qui est, disons-le, désastreuse. C'est pas la peine que je fasse semblant de dire autre chose. Et typiquement, ce qui fait que cette personne, d'un côté, chez elle, n'a pas cette richesse linguistique. À l'école, elle n'est pas non plus ouverte sur un monde très riche linguistiquement et du coup ne va pas développer cette richesse-là en elle-même, ce qui est absolument tragique. Et l'idée, c'est vraiment de faire attention à cela pour nos enfants. Et donc, la question que je te pose aujourd'hui, en fait, je vais te demander deux choses. La première chose, c'est tu peux me répondre en commentaire, ça va être intéressant pour la discussion sur ces 3 points-là, d'accord? Donc environnement sain, simplicité, humilité, et puis 3e point, la langue. À l'heure actuelle, qu'est-ce que tu as déjà mis en place sur un de ces points-là, d'accord? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place et qui a fonctionné? D'accord? Ou peut-être que tu essayes de mettre les 3 en place et que tu es débordé. Ou peut-être au contraire que tu as réussi à trouver un équilibre et que tu as des bonnes pratiques à partager avec tes sœurs. Donc, tes sœurs qui vont commenter également et qui vont lire les commentaires et écouter la vidéo. Donc, ça, c'est intéressant, je pense, pour la discussion de savoir cela. À l'heure actuelle, toi, en tant que maman d'un nouveau-né ou d'un enfant en bas âge, qu'est-ce que tu as fait sur ces 3 points-là? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place, de tester, etc. Donc, au niveau de l'environnement sain, ou bien plutôt au niveau d'un mode de vie plus humble et plus simple, ou bien au niveau du fait de transmettre à l'enfant une richesse de la langue. Et donc ça, c'est le premier point que je souhaite discuter avec toi. Et ensuite, le deuxième point, c'est est-ce que cette vidéo a pu être utile pour toi? Est-ce qu'elle a pu t'intéresser également? Si c'est le cas, il y a 2 choses que tu dois faire. Le premier, c'est de liker la vidéo. La deuxième, c'est de t'abonner à la chaîne. De cette manière, eh bien moi, je vais comprendre que ces vidéos-là sont intéressantes pour toi et je vais donc pouvoir en faire d'autres, car il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les liens que l'on peut faire avec la psychologie à l'heure actuelle et sur l'éducation d'une manière générale. Donc n'hésite pas, si tu veux que je te donne plus de contenu de ce type-là, et honnêtement, si tu es resté jusqu'à maintenant dans la vidéo, c'est que sans doute ça t'a intéressé ou ça t'a interpellé. Donc like la vidéo et abonne-toi. De cette manière, moi, ça m'envoie un message clair. Ça me dit, Mounira, envoie-en plus. Donc, je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ton temps et je te dis à très bientôt pour un nouveau contenu si tu le souhaites.